Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui a enfin retrouvé l'un de ses fantastiques. Vous avez compris, on va parler du Giro d'Italia. La première partie de l'événement de cette course vient de se terminer. On en profite de cette journée de repos pour faire le bilan de cette première semaine. Et avec moi aujourd'hui, vous le voyez, il y a du beau monde. Il y a l'Italien, il est devenu italien depuis Sacchiano, j'en sais rien comment on peut dire en italien. Jérémy est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Ciao a tutti, forza il Giro, forza Inter. Merci beaucoup Jérémy qui a galéré avec le son, mais il est quand même parmi nous en tant que fidèle italien et fidèle supporter de l'Inter depuis des années. Rémi, pas mal, Sporting Portugal qui a remporté le championnat. Alors on est hors vélo évidemment, mais je suppose que là on est très heureux aussi. Bien sûr, on a fait la fête assidûment depuis samedi. On n'a jamais douté évidemment de ce titre. Jérémy Sacchian peut en témoigner, j'ai toujours été confiant. Et avec une fête sans Porto, évidemment, avec d'autres choses et avec modération. Bien sûr que non, on a d'autres breuvages pour fêter ça. Et donc Thibaut, alors je sais pas trop, t'as fêté quelque chose ou pas dernièrement? Non, mais j'ai eu les oreilles qui ont saigné au début de podcast quand tu as dit Giro d'Italia. Ah, parce que t'aimes pas mon accent? Tu préfères que ça soit Jérémy qui le fasse? Non, mais parce que surtout, c'est pas italien. C'est Italio. Non, c'est d'Italia, c'est pas d'Italia. Hein. Je rigole, évidemment. Italio, il a dit. Il n'y a rien qui va. Excusez-moi, ici personne n'est italien, il n'y a que des menteurs ici. Rémi, on l'a vu au Portugal, on l'a vu parler portugais là. Franchement, c'est pas un portugais. Et Thibaut, c'est une fraude, on le sait depuis le départ. Bref, on va parler de cette semaine. Alors que moi, je suis un vrai tifo. Oui, bah évidemment. On va parler donc de vélo, évidemment. Pas d'italien, mais plutôt d'un Belge pour commencer. Et puis on va dérouler sur toute cette semaine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est parti pour le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Et donc pour commencer, on va parler du plus frais avec la victoire de Wout van Aert sur Sienne. Alors on va pas forcément débriefer la course, mais plutôt revenir sur cette semaine de Wout van Aert qui a commencé, c'est vrai, difficilement parce que il a eu des opportunités. En tout cas, il y avait des étapes pour lui dès même la première étape et finalement, il s'est un petit peu manqué. C'est un peu la délivrance pour lui, Jérémy van Aert, parce que on a eu peur, on a craint dans ce début de Giro, lui qui cherchait le maillot rose et finalement ça a tardé. Il a finalement réussi à scorer aujourd'hui, hier. Du coup. Ouais, alors du coup, tes paris de la semaine dernière où tu nous demandais si Van Aert allait porter le maillot rose, ben c'est officiellement mort pour moi puisque je t'avais dit oui et il lui a manqué une demi-roue. Oui. Et la saison de Van Aert, moi plus globalement, hein, pas que le Giro, moi je la comprends pas. T'as l'impression qu'un jour il est bien, un jour il est moins bien. Quand il fait deux de la première étape, tu te dis bah le lendemain le maillot rose c'est pour lui, puis il choque au bout de 5 km de chrono. Là, tu te dis, bah, c'est fini pour lui. Et hier, il gagne peut-être la plus prestigieuse sur le papier, même si moi, je trouve que c'était un petit peu too much, cette étape des Strade Bianche. Je pense que on n'avait pas besoin de mettre autant de Sterato. Il n'en reste pas moins que c'était une étape finalement assez mythique, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'il faisait beau, qu'on a eu des belles images, et que s'il fallait en gagner une sur les 21, c'était celle-là. Donc j'espère juste un truc, moi, maintenant, c'est que ça va lui redonner confiance. Et que ça va refaire de lui le coureur qu'il était avant, même si, c'est vrai, on part de loin. Attends, garde la parole, ça veut dire que c'est cette étape avec un copier-coller, mais en tout cas, on a essayé de refaire un petit peu à la mode Strade Bianche. T'aimes pas, en fait, t'apprécies pas. C'est souvent, en plus, sur les grands tours, ce qu'on préfère le plus. On voit sur l'étape de 3 dans le Tour de France, il n'y a pas très longtemps, c'est les chemins blancs, la poussière, là où il y a un petit peu d'aléatoire. C'est ça, en fait, que t'as pas aimé ou c'était trop? C'est pas que j'apprécie pas. Évidemment, comme tout le monde, hier, j'étais derrière ma télé, ou plutôt derrière mon téléphone, et j'ai adoré ce que j'ai vu. Mais moi, j'ai vu hier un Strade Bianche bis, avec les mêmes Sterati, avec la même arrivée, la Santa Caterina, la redescente vers la Piazza del Campo. J'ai vu des Strade bis, mais moi, les Strade, c'est en mars, et ça me va très bien. Je pense que sur un grand tour, c'est pas que ça n'a pas sa place, mais c'est qu'il faut que ça ait sa place de manière peut-être plus ponctuel et mieux dosé. Le dosage, je pense, est important. Et hier, à mon avis, c'était too much. Et il y a un monde hier où tu perds ton principal favori du Giro. Si UAE s'entend, qui font décrocher Del Toro, etc. Roglic peut être à 4 minutes.
Et ton Giro, il perd tout intérêt. Donc oui, je suis pas contre qu'il y en ait ponctuellement. Sur le Tour de France, c'est bien fait. Sur le Tour de France, t'as pas l'impression de revoir Paris-Roubaix. L'étape de 3, elle était bien dosée. Ça n'a pas fait des différences énormes. D'ailleurs, les 3 principaux favoris, c'était neutralisé. Mais parenthèse refermée, on aura de nouveau des Sterati sur le collet des Finestrés. Ça plaira à tout le monde. Mais il faut y aller avec douceur. Et le Giro et la douceur, ça fait souvent deux. On va garder cette parenthèse, je sais pas ce qu'en pensent les gars, Rémi et Thibaut qui n'ont pas encore parlé. D'accord ou pas d'accord avec Jérémy? Celui qui n'est pas d'accord prend la parole, voilà, vous le dites. Je suis pas d'accord. Ah bah voilà. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord dans l'absolu où revoir les mêmes secteurs empierrés du côté d'Estradé et du Giro, c'est peut-être un peu une aberration. Le Grand Tour peut permettre de voir des secteurs peut-être un peu plus simples pour Jérémy, mais totalement différents. Et quand tu vas du côté de Montalcino, bah t'es dans ce type de cas. L'année dernière, on a eu des secteurs empierrés, on en a eu très peu et on l'a critiqué. On a critiqué le fait que ça manquait un peu de kilométrage. Là, on a eu le dosage qui était parfait, mais le problème, en fait, c'est qu'on a eu des secteurs qui ont été beaucoup trop rapprochés, des secteurs qui étaient durs, des secteurs qui ont été sélectifs, du côté d'Estradé comme du côté du Giro, et c'est là où ça a explosé. Ce qui manque en fait, c'est la nouveauté. Mais pour le reste, pour moi, c'est parfaitement équilibré. C'est ce qu'il fallait en termes de distance de ce chemin empierré. Voilà, donc des avis différents. On va revenir sur Van Aert, donc après avoir fait cette parenthèse, c'était bien de le dire. J'ai parlé avec Rémi maintenant. Alors Van Aert, finalement après cette victoire, ça efface toute la déception d'avant pour toi Rémi, ou est-ce qu'il te reste quand même un petit goût amer sur ce début de Giro pour lui qui était vraiment quasi parfait entre les chronos et les étapes un peu difficiles? Ça peut pas tout effacer, c'est évident. Tu perds la première étape pour pas grand chose. Derrière, tu te foires sur le chrono. Jérém l'a bien dit. Ça efface pas tout. Mais moi, j'ai envie de voir plus loin que sur le Giro. Et là encore, ça n'efface pas son début de saison. Mais le mec était à 6 top 5 depuis le début de l'année, 8 top 10. Et il claquait pas. Là, avant tout, ce qui compte, c'était de gagner. C'était de se remettre à gagner. Et il le fait pas sur une étape lambda. Je veux dire. Oui, s'il avait gagné l'étape à Tirana, il était leader du classement, donc il aurait porté le maillot rose, donc ça aurait été stylé, évidemment. Mais je pense que pour la confiance, gagner une telle étape aussi dure et aussi importante et qui a fait de telles différences au niveau du classement général, qui a mis tant de leaders à terre, c'est beaucoup plus parlant à mon sens que gagner un sprint sur le plat. Donc c'est évidemment que ça n'enlève rien. Évidemment que ça ne veut pas dire qu'on va retrouver forcément le Wout van Aert qu'on connaît, en tout cas pas tout de suite. Mais Est-ce qu'on l'a retrouvé? Oui, peut-être pas d'ailleurs. Mais Est-ce qu'on l'a en tout retrouvé cas, parce que Wout van Aert gagne à la Rui Costa. Bon, c'était un peu une qui logique. dit Hein. Non, mais c'était logique que Wout van Aert ne roule pas. Mais quelque part, en fait, il l'a gagné de façon contre nature parce que Wout van Aert, ses courses, il en a gagné et il en a surtout perdu parce qu'il était le plus fort et que tactiquement, ça pêchait. Hier, il n'était pas le plus fort, mais par contre, il l'a gagné tactiquement. Ouais, et en plus il l'a dit, hein, il l'a fait un peu, on va dire, à contre-cœur. Il savait qu'il ne pouvait pas en donnant de gros relais. Il l'a avoué d'ailleurs derrière. Il y a aussi cette comparaison qu'on peut faire avec Mats Pedersen, qui a fait en gros le début de Giro qu'aurait dû faire en tout cas Van Aert s'il avait été en pleine possession de ses moyens, parce que c'est lui qui va chercher le maillot rose, qui le récupère, qui fait un chrono plutôt intéressant pour rester placé. C'est un petit peu ça, Jérémy, je sais pas, mais en gros Pedersen a pris le lead, il l'a pris d'ailleurs pendant les classiques vu qu'il l'a battu à de nombreuses reprises Van Aert, mais en gros c'est un petit peu ça, il y a une balance qui a penché en faveur de Pedersen dans cette première semaine. Ouais, mais ça, c'est un peu normal. Et rappelle-toi la preview qu'on avait fait avec Théo la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais plus exactement. On s'était dit un peu la même chose. On s'était dit Pedersen et Van Aert vont évoluer dans le même registre. La seule différence, c'est que si les deux arrivent au sprint, 100% du temps, c'est Pedersen qui gagne. Parce que le Van Aert actuel, au sprint, il est plus capable de rivaliser avec Pedersen. Il est plus capable de le battre. La première étape, finalement, elle t'a donné l'indicateur. La grosse déception, encore une fois, pour moi, c'est le chrono. Et derrière, le Giro de Van Aert, pour moi, il est incompréhensible. Un jour, il n'est pas là alors qu'il devrait être là. Un jour, il est là alors que tu l'attends plus. Il y a cette étape que gagne Grooves, où il ressort derrière le train Alpecin. Et là, c'est Coy qui suit pas, mais en fait, le mouvement, il est bien senti de la part de Van Aert parce que tout le monde est en train de se faire endormir. Et là, pour le coup, dans le final,
bah, il est plutôt solide, ça aboutit pas, mais il a fait le boulot. Derrière, il se rendort. Ceux qui l'imaginaient en montagne, à mon avis, étaient complètement à côté de la plaque. Mais là, enfin, il est débloqué. Enfin, il a ses étapes sur les 3 grands tours. Enfin, il a gagné en 2025. Est-ce que ça va pas tout changer pour lui? Je sais pas. Mais on va pas se cacher, hein. Ici, on était tous contents de le voir gagner. Oui. Même si t'es pro Van Der Poel, si t'es pro Pogacar, pro qui tu veux, Van Aert qui regagne, ça te met forcément les poils. Et à en voir l'émotion de tous les suiveurs, de tous les autres coureurs à l'arrivée à Sienne, tu te dis que finalement ce gars-là, aujourd'hui, il fait l'unanimité. Et est-ce que ça veut dire que cette victoire, je vais donner la parole à Rémi, ça veut dire que ça y est, Van Aert, son Giro est réussi à partir de là? Pour toi, bien sûr, dans ta tête. Oui. Quand t'entames un Giro, même en étant Van Aert, dans la confiance que t'avais, ou même plutôt dans la confiance que t'avais pas, gagner une étape, c'est forcément réussi. Et je rebondis sur ce que je disais. Thib a évoqué la manière, mais ce qui comptait, c'était de gagner. Et surtout, tu gagnes une vraie étape. Tu gagnes une magnifique étape avec toute la difficulté qu'il y avait. Donc oui, c'est un Giro qui est déjà réussi. Et là, maintenant, il va pouvoir courir 2 semaines sans se poser de questions. Et du coup, pourquoi pas aller en claquer une autre à n'importe quel endroit, hein, parce qu'en vrai, Van Aert, potentiellement, il peut gagner partout, quasiment. Mais est-ce qu'il en a le physique? C'est parce qu'on l'a vu hier, s'il jouait pas de cette manière-là, il gagnait pas. Donc, est-ce qu'il pourra la gagner à la pédale? C'est toute la question. En fait, Van Aert, actuellement, pour moi, il peut la gagner, mais il va falloir qu'il la gagne tactiquement. Et Thibaut, garde la parole juste. Van Aert, ça y est, son plafond c'est celui-là maintenant. Il n'aura plus ce step au-dessus comme on l'a vu par le passé, d'après ce qu'on peut voir avec son genou, etc. L'attendais quand même. Malgré sa campagne de classique, je l'attendais quand même assez tonitruant du côté du Giro. Bon, il a eu une préparation un peu tronquée par la Mattel, l'a dit. Donc, à voir quel Van Aert on va avoir. Faut quand même être indulgent avec Van Aert. Il revient de loin avec ses blessures et ses maladies. C'est une reconstruction physique et une reconstruction mentale qu'il faut qu'il fasse, hein, parce qu'on le voit. Hein. Aussi, le mental pêche beaucoup. Quand il faut frotter, quand il faut aller physiquement dans le peloton, Van Aert, c'est plus le même Van Aert. Donc il lui faudra peut-être du temps jusqu'au Tour de France, peut-être jusqu'à l'année prochaine. Mais non, j'ai quand même espoir de retrouver un très grand Van Aert. Jérémy, même question. T'en penses quoi? Est-ce que tu vois maintenant ce plafond que s'est mis Van Aert à cause de ses nombreux pépins? Il faut le dire, on a vu le genou. Hein. Et puis aussi le mental, il le répète plusieurs fois. C'est compliqué. J'ai pas de réponse à ça, dans la mesure où toutes les 2 semaines, on change tous d'avis sur Van Aert. Moi, l'espoir, je l'ai toujours, parce que je pense que tu perds pas tes facultés. Maintenant, il y a 2 monstres aujourd'hui qui s'appellent Van Der Poel et Pogacar, qui sont très, 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 très largement au-dessus, ce qui n'était pas forcément le cas il y a ne serait-ce qu'un an et demi de ça. Et retrouver ce niveau-là, je suis pas sûr que Van Aert en soit capable. Je suis pas sûr qu'il ait au fond de lui vraiment l'envie. Je pense que ce gars-là, aujourd'hui, il est devenu papa, il a 2 enfants, il a connu énormément de contretemps, il a quasiment tout fait en tant que coéquipier, il a gagné sur tous les grands tours, il lui manque juste le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc ça va être difficile pour lui de se lever le matin avec la même motivation. Ça fait 5 ans que c'est un acteur majeur du circuit et je pense qu'on n'imagine pas les sacrifices que ça demande, l'investissement personnel. Cette victoire-là va lui faire du bien, c'est sûr. De là à retrouver le niveau des tout meilleurs et s'impliquer autant qu'avant sur l'ensemble du calendrier, j'en suis pas certain. Maintenant, je perds pas espoir qu'il gagne un jour le Tour des Flandres ou plus probablement Paris-Roubaix, parce que je pense que Roubaix, encore une fois, correspond plus à ses capacités. Mais pour ça, il faudra que les planètes s'alignent. Oui, c'est vrai. Et la question, c'est ce jour-là, s'il arrive, quel Van Aert on aura après? Parce que le relâchement, il pourra être total dans la tête, parce qu'il aura atteint ce qu'il voulait. Au moins un Tour des Flandres ou un Paris-Roubaix dans sa carrière. Et tu pourras pas lui en vouloir, évidemment. En tout cas, il est toujours dans le cœur de nos amis belges. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous pensez que Van Aert restera dans ce rythme-là où il va pouvoir encore retrouver de belles couleurs. On va passer à autre chose parce qu'on a parlé beaucoup de Van Aert, mais il y a bien sûr le classement général qui nous intéresse. Avec pour cette semaine qui s'est terminée à Sienne, le maillot rose sur les épaules de Isaac del Toro, le Mexicain, qui a 1 minute d'avance, qui a fait aussi une somptueuse étape copier-coller Strade Bianche, mais il n'a pas eu que ça parce qu'il a été très costaud aussi en montagne en tant qu'équipier, même pas très loin d'Ayuso lors des arrivées très peu nombreuses, mais arrivées quand même en côte.
La question, c'est celui qui pense dire oui, qui va répondre. C'est est-ce qu'il va jouer le rose jusqu'au bout, Isaac Del Toro? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser maintenant avec cette avance qu'il a et cette condition, cette forme qu'il a aussi en ce moment. Personne n'est Oui. d'accord avec ça. Ah si, bon, Thibaut, vas-y. Non, si, moi je pense qu'il a tout pour aller jouer le rose jusqu'au bout. Il a l'avantage du classement général, il a l'avantage que son équipe est très bien placée et a l'opportunité tactique sur Primoz Roglic. Il a les coéquipiers qui peuvent le museler. Et puis, faut pas oublier ses déclarations en janvier dernier, hein. Il venait pour aller sur le Giro avec la stature, certes, de coéquipier pour aider ses leaders, mais avec aussi l'opportunité, il le disait, si j'ai une fenêtre de tir, j'hésiterai pas à la prendre pour aller gagner un Giro d'Italia. Maintenant qu'il est leader du classement général, il a pris un petit avantage sur Ayuso. Faudra voir combien il va perdre demain au chrono par rapport à l'Espagnol, mais on sait que l'Espagnol s'est blessé au genou et a des points de suture depuis hier à cause de l'étape d'Estrade. Donc va falloir aussi voir l'impact physique sur son leader annoncé pour savoir si Isaac Del Toro aura plus de permission qu'il n'aurait dû l'avoir. Ta réponse, Rémi? Je suis un peu sceptique parce que j'attends de voir évidemment ce que ça va donner parce que évidemment qu'il a les capacités pour un jour gagner un grand tour, pour gagner des grandes courses. On est d'accord. Il fait pour l'instant un Giro qui est parfait en termes de résultats, de placement, de travail. Maintenant, tu mènes un grand tour, tu as de l'avance, t'es pas le leader annoncé dans une équipe où tu as quand même des putains de gros égos. Roglic est pas mort. Donc voilà, il y a tout un pan du personnage Del Toro qu'on ne connaît pas, c'est sa capacité à gérer la pression. Je dis pas que je suis sceptique en mode je serais sur le cul s'il gagnait. Par contre, voilà, aujourd'hui, je sais pas s'il en est capable. Donc je me pose la question, comment il va gérer ce maillot rose, comment il va gérer cette avance, comment il va gérer les attentes qui vont forcément grandir autour de lui au fur et à mesure que les jours vont avancer. Je pense que déjà, voilà, Thib l'a dit, le chrono demain sera une première indication, déjà de l'état de forme de tout le monde, mais aussi à quel point il peut défendre ce maillot. Et puis on verra dans la montagne s'il est toujours le plus fort, ou en tout cas l'un des plus forts et suffisamment pour tenir. Il a quand même de belles opportunités cette deuxième semaine pour aller grappiller du temps et aller grappiller du temps sur ses co-leaders, son leader principal et sur ses adversaires comme Primoz Roglic. Donc attention, il a un terrain quand même qui est relativement assez sur mesure et la question ça va être vraiment est-ce qu'il aura un jour sans et un trou d'air en troisième semaine. Il faudra faire attention aussi à cette dernière semaine, hein, où les enchaînements d'étapes montagneuses vont faire leur place. Pour le chrono, le premier chrono, donc Isaac Del Toro 12e à 1 seconde de Ayuso, donc c'était plutôt équilibré, même si c'était un peu plus court que le chrono de mardi qui a fait un peu moins de 30 km. Jérémy, pour l'instant, on l'a vu, Ayuso, c'était le plus fort, en tout cas en montagne. C'est toujours celui qui est protégé du côté du AE. C'est pour toi la carte numéro 1 de cette équipe, encore pour l'instant, même avec cette avance prise par le Mexicain. Oui, je pense que la carte numéro 1, ça reste Juan Ayuso. Maintenant, je m'inscris en désaccord très profond avec tout ce qui a été dit. Déjà, Ayuso, le meilleur en montagne, on ne sait pas, puisqu'on avait eu une arrivée au sommet qui s'est jouée dans les 400 derniers mètres. Il a eu 3 secondes hein. d'avance. Pour moi, c'était pas de la montagne. Ouais. C'est pas ce que j'appelle vraiment la montagne et c'est pas ce que le Giro entend par montagne. Mais ça, il faudra attendre la 3e semaine pour trancher. Par rapport à Isaac Del Toro, ouais, il a fait une très belle étape hier. À n'en pas douter, même si tactiquement, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais par contre, je l'imagine pas du tout en leader potentiel. Je pense qu'il fallait éliminer Roglic. Il fallait le faire décrocher, il fallait oublier la victoire d'étape et il fallait bosser avec les 4 UAE pour mettre Roglic à 3, 4, 5 minutes. 5 minutes, c'est peut-être un peu trop, mais je pense qu'on aurait pu gagner beaucoup plus, surtout que Del Toro était très fort. Après, Ayuso est tombé, donc dans quel état il était? Est-ce qu'il se sentait lui aussi de participer? Je sais pas. Mais Del Toro, moi je veux bien, hein, c'est un super jeune, prometteur. Il a été très bon sur le Tour de l'Avenir il y a 2 ans. Il fait
un début dans le monde professionnel fracassant en gagnant une étape sur le Down Under. Mais le Down Under, c'est pas le Giro. Quelle garantie il nous offre aujourd'hui, Isaac Del Toro? Est-ce qu'on le considère même comme un grimpeur? Pour moi, c'est pas un grimpeur pour l'instant. Ça le deviendra peut-être. Mais Isaac Del Toro, c'est un très bon puncher qui est en pleine évolution, qui est dans l'ombre de ses leaders et ce qui lui permet de tenter des coups comme il a fait hier. Mais la 3e semaine du Giro, c'est pour les patrons. C'est pour les mecs qui ont l'expérience, qui savent faire en grand tour. Tous les jours, je pense que Del Toro finira derrière des gars comme Bernal, comme Ciccone, comme Tiberi, comme Roglic, probablement derrière Ayuso et Adam Yates s'ils sont en condition. Donc, à date, aujourd'hui, 19 mai, j'imagine même pas Del Toro dans le top 10. Maintenant, il y a 2 ans, j'imaginais pas du tout Sepp Kuss gagner la Vuelta devant Roglic et Vingegaard et il m'a fait mentir. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de garantie pour le considérer comme crédible. Oui, mais dans ces cas-là, enfin, quand on regarde les conditions actuelles qui entourent les 2 grands favoris, à savoir Juan Ayuso qui est blessé au genou et à savoir l'impact que ça va avoir sur ses performances, peut-être aucune, peut-être que bah, ça va le mettre hors jeu. Et on a un Primoz Roglic qui l'a annoncé, il a des douleurs au dos, il est moins bien physiquement, ça s'est vu. Oui, ok, mais du coup, quel leader au classement général offre des garanties actuellement? Bah, il y en a aucun. Et puis, j'aimerais revenir sur un propos. Et lequel c'était d'ailleurs? Je suis en train de m'y perdre. Et non, mais juste pour te dire que. On refait l'émission demain si tu veux. Refais on l'exporte. Refais le replay. Refais-toi le replay, puis tu reviens. Après l'after, ça déraille. Ça reviendra. C'est l'after, ça déraille. Non, mais il y a aussi la carte qu'on oublie. Il y a un autre truc qui m'a fait tiquer. Parce qu'il y a Juan Ayuso, c'est vrai qu'il est le mieux placé derrière. Isaac Del Toro est donc favori pour l'instant annoncé. Adam Yates n'est pas très très loin, 45 secondes. Il est encore devant Primoz Roglic, donc ils ont vraiment pas mal de cartes. Tu vois, eux, bon, il y a Brandon Kennedy aussi dans tout ça. Donc autant vous dire qu'ils ont de quoi faire et des gens qui ont bien réussi sur 3 semaines. Vas-y Thibaut, reprends la parole. C'était sur l'aspect tactique de Juan Ayuso et le faire décrocher. Bah, dans le cas actuel, là, c'est limite parfait ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas à le faire. Au début, ils n'avaient pas à rouler avec les Grenadiers. Il ne l'a pas fait. Il s'est mis en avant, il a gagné du temps, il est allé chercher le maillot rose. Et au final, il offre une fenêtre tactique à Juan Ayuso, puisque lui va devoir défendre un peu plus et être un peu plus sur la défensive avec Primoz Roglic quand Juan Ayuso va devoir attaquer. Mais la vraie erreur tactique, c'est pas les Emiratis qui l'ont fait hier, c'est les Lidl Trek. Parce que pour Vacek qui est resté devant, qui s'est fait décrocher, qui est revenu devant, qui s'est refait décrocher, c'est ça en fait le truc. Mais l'erreur elle est là, c'est de ne pas sacrifier Vacek pour prendre le maximum d'avance sur Primoz Roglic. C'était pas aux Emiratis de laisser décrocher un Isaac Del Toro pour laisser s'envoler un Egan Bernal. Mais qui est le favori, le co-favori du Giro? C'est Ciccone ou c'est Ayuso? Annoncé, c'est en tout cas, c'est pas Ciccone, mais bon, avec la forme. Ciccone, moi je l'adore, hein. C'est un super grimpeur, il a fait 2 en UAE, il a déjà ramené le maillot Azzurro, etc. Mais à mon avis, le point de la course, c'est pas à lui. Mais le problème, en fait, c'est avec les Emiratis, c'est que certes, on a un Juan Ayuso qui a une petite stature, mais c'est pas le favori. Ils ont des favoris. C'est toute la nuance. Ils ont un contingent. Mais moi, si je suis Ciccone, je suis pas très inquiet de voir Del Toro devant. Par contre, je suis plutôt énervé de voir qu'Adam Yates et Ayuso ne prennent pas le poids de la course quand l'autre favori est distancé. À la preview du Giro qu'on avait enregistré. C'est mésestimé. C'est mésestimé Del Toro. Bah peut-être, mais on verra très vite en 3e semaine. Hein. Peut-être que je me trompe et que l'erreur tactique, on la remettra sur le dos des Lidl. Mais pour l'instant, dans le doute, moi je préfère penser que Lidl. Alors oui, Vacek aurait pu se faire décrocher, il a tenté sa chance, mais moi j'ai du mal à en vouloir à Vacek. Il a fait une grosse première semaine, ils ont déjà 3 victoires d'étape. S'ils en gagnent une 4e, c'est encore plus fou. Mais Ciccone, pour moi aujourd'hui, c'est pas lui qui doit prendre la mesure de ça. Je pense que Bilbao aurait pu travailler aussi pour la Bahreïn. Je pense qu'il y a peut-être une erreur à ce niveau-là. Maintenant, si Ciccone est dans le même état d'esprit que moi aujourd'hui et se dit Del Toro, ok, il peut prendre un peu d'avance. Pour moi, il n'y a pas d'erreur tactique, d'autant que Vacek, quand il s'est fait lâcher, il est vite revenu derrière pour donner quelques relais. Mais in fine, aujourd'hui, tu as un Roglic, alors certes qui est tombé, qui est privé de son lieutenant, mais qui est toujours vivant. Et pour moi, la grosse erreur, elle est là. Et que ce soit Lidl, que ce soit Bahreïn,
que ce soit UAE, le constat il est le même. On est peut-être passé à côté d'un gros coup. Bah d'ailleurs, on va faire Par contre- la transition, Thibaut. On va essayer de passer. Non, mais on va passer je voulais poser une petite question. Giulio Pellizzari, en 3e semaine, si on l'affiche en tant que coéquipier et leader, est-ce que on pense qu'il aura une craquante ou pas? Bah, moi, Pellizzari, je mets pas mon PL dessus, hein. Il est pas là pour ça. Je l'adore. Oui, hein. je sais qu'il est fourni, ce PL, hein. Et Dieu sait imaginons, qu'il est fourni. hypothétiquement, si tu lui mets une stature de leader, est-ce que tu penses que cette 3e semaine, il peut craquer? Oui. Ok. Non, mais ça répond à ma question, parce que si tu réponds non, bah c'est un grimpeur patenté, et cette 3e semaine lui convient bien. Je rappelle quand même que Isaac Del Toro l'a torpillé au Tour de l'Avenir. Ouais. Mais le Tour de l'Avenir, C'était il y a 2 ans. c'est Marion Brunel qui a gagné l'année dernière. hein. Elle est pas en train de taper Vollering sur la Volta. hein. C'est vrai que ça peut changer. Hein. Pogacar n'avait pas tout C'est survolé non Blackmore, plus chez les c'est jeunes. Blackmore qui a gagné l'année dernière, je rappelle. Il s'est fait battre sur Paris-Roubaix par plein de coureurs pour revenir des années plus tard et bien briller. Bref, on va arrêter avec cette discussion puisque je voulais parler de Primož Roglič. On en a parlé justement. Qui n'a pas été enterré par ses adversaires, qui a fini avec une grosse minute plutôt de retard sur les autres favoris. Rémi, est-ce qu'on enterre Primož Roglič? Est-ce que c'est fini? Alors pour le rappel, 10e du général à 2 minutes 25 de Del Toro, mais à 1 minute 10 de Juan Ayuso. Non, bien sûr qu'on l'enterre pas. Il reste énormément d'étapes sur lesquelles il peut gagner du temps, déjà demain. Parce que s'il a bien récupéré, parce que bon, il a chuté, hein, faut pas l'oublier. S'il se sent bien physiquement sur le chrono, il reprendra du temps. Alors sur 30 bornes, il va pas reprendre 2 minutes évidemment, mais il sera présent pour regrappiller un petit peu. Puis même tout au long de la semaine, Type disait que ça convenait à Del Toro, mais tu as aussi quelques étapes qui justement vont plaire à notre ami Primoz avec des arrivées avec des petits radars comme il y a beaucoup sur la Vuelta. Donc, par-ci par-là, il y a moyen, je pense, pour Roglič de revenir petit à petit. Et je suis encore confiant. Pour moi, ça reste ton favori? Ça reste ton favori alors, du coup maintenant? Oui, pour moi, Ouais. ça reste le favori parce que tu as une journée de merde, alors vraiment de merde, où il s'est mal passé quasiment tout ce qui pouvait mal se passer pour lui. Et malgré tout, il n'a pas été tué. Il est encore là. Donc voilà, pour moi, Primoz reste encore très clairement dans les papiers pour gagner. Peut-être que je me foire et peut-être que dès demain, on aura une réponse de son état de santé, même si demain ne sera pas définitif et ne donnera pas la réponse finale. Mais ouais, pour moi Primoz, il est toujours là. Jérémy, est-ce que toi tu prends ta pelle pour aller enterrer Roglič ou est-ce que au contraire tu viens le déterrer gentiment? Ah, mais pour moi, s'il y a une pièce à mettre aujourd'hui, je la mets toujours sur Primož Roglič. Alors Ok. évidemment, la semaine s'est pas passée comme il aurait aimé. Quand en l'espace de 3 jours, tu te fais taper sur ton terrain par Ayuso parce que tu es mal placé, parce que tu n'as pas la giclette attendue, quand tu perds ton lieutenant, déjà Hindley, ancien vainqueur du Giro, C'est vrai. et quand ensuite tu te gamelles, tu crèves et tu perds 1 minute sur les principaux favoris et 2 sur ce que Tim considère comme un favori, pas moi, mais bon, maintenant il est là, hein, il faut faire avec. Évidemment que c'est pas un triptyque rêvé pour lui, mais Roglič, il en a vu d'autres. Moi, c'est pas le temps qui m'inquiète, finalement. C'est plus sa condition. Dans quelle mesure est-ce qu'il va récupérer parce qu'une chute, on dit toujours, c'est pas anodin. Pourquoi c'est pas anodin? Parce que mentalement, ça te fait du mal. Parce que sur le plan comptable, tu perds du temps. Et parce que pour récupérer physiquement, c'est plus compliqué. Tu dors moins bien, tu laisses du jus, tu cogites. T'as peut-être plus d'appréhension aussi pour partir à la guerre, pour suivre les kamikazes dans les descentes, pour te placer, pour frotter. Et tout ça, ça a un impact. In fine, c'est même plus du gain marginal. C'est du gain principal. Donc ouais, il faut pas qu'il continue sur ce rythme-là. Roglič, souvent, il a un peu la merde au cul. Hein. C'est quand même pas le mec avec le plus de réussite dans le peloton. C'est pas le gars le plus adroit. Quand ça part comme ça peut vite dégénérer. Mais si la condition est là, s'il récupère bien et qu'il retombe pas, à la pédale, pour moi, ça reste le favori principal. Il a une équipe qui reste quand même solide à ses côtés. Il a perdu Hindley, mais il y a encore Pellizzari, il y a encore du monde derrière. C'est pas le Martinez de l'année dernière, mais il est toujours là. Donc non, pour moi, la situation, elle est encore sous contrôle. Elle est pas stable, mais elle est encore sous contrôle. Maintenant, il faut pas qu'il y ait beaucoup plus de contretemps. Ouais, c'est vrai que on va en savoir d'ailleurs un petit peu plus dès le chrono demain qui paraît important. Voir l'état de forme un petit peu de tout le monde parce il avait réalisé une belle prestation d'entrée, Primož Roglič. Et aussi,
Peu de gens l'ont souligné, parce que c'est passé un peu inaperçu, on pouvait pas avoir les caméras partout avec la Real, mais Ayuso s'est pris une bonne pelle aussi. Il s'est fait poser des points de suture, il est arrivé avec le genou en sang. C'est peut-être d'ailleurs l'un des facteurs explicatifs de sa fin d'étape un peu terne, où il s'est fait un peu déborder dans le mur de Santa Caterina. Donc c'est pas le seul à être tombé, Roglic, c'est pas le seul à avoir pris des uppercuts hier. Et il s'en sort encore une fois, comme l'a bien précisé Rémi, plutôt pas si mal au vu des conditions. Donc pour vous deux, donc Roglic encore largement dans le coup, ce qui me fait dire gentiment dans cette transition que voilà, Roglic a perdu un petit peu de temps, mais il y a aussi surtout beaucoup de leaders encore dans le coup. Évidemment, après une semaine, on a vu Bernal être plutôt saignant sur l'étape de Sienne, même si malheureusement elle n'a pas réussi à bonifier tout ça. Chicone est encore dans le coup, Carapaz est là, Simon Yates, Tiberi, Storer, Tib, en vrai... On disait, on n'enterre pas Roglic, ça c'est sûr, parce que ça fait partie des favoris, mais on n'enterre pas non plus tous ces coureurs-là qui sont encore dans le coup actuellement, même si ce ne sont pas les spécialistes tous des spécialistes de chrono pour la suite. Ah oui, bah il y en a qui vont prendre un petit débours et un bon demain, donc faudra voir. Mais il y aura certains coureurs, et notamment ceux qui vont prendre un petit débours, qui sont censés et qui ont le tempérament offensif pour un peu te dynamiter cette troisième semaine où je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jérémy. Faut un peu se méfier de l'eau qui dort avec Primoz Roglic, hein. On l'a vu attaquant du côté de Barcelone. On se souvient en 2021 du côté de la Vuelta, il a aussi été un peu moins calculateur du côté des lacs de Covadonga. Donc on aura, au-delà de Primoz Roglic qui voudra grappiller du temps, d'autres leaders qui vont devoir être à l'attaque. Jérémy, en plus, toi, t'aimais bien, tu sentais bien Bernal. Je m'en souviens, on en avait parlé avant le Giro. Bah, t'as plutôt bien senti la chose, puisque pour l'instant, Egan Bernal, il est présent dans ces fameuses côtelettes, comme tu dis, c'est pas vraiment dans la montagne, il faisait partie des meilleurs. Là, il a essayé quelque chose avec son équipe, ça joue à un Arensman près. Donc vraiment, Bernal, je trouve que, enfin pour moi, je sais pas si c'est pour toi, mais c'est celui qui fait peut-être la meilleure impression derrière Ayuso et Roglic qui ont ce costume d'ultra favori. Bernal, pour moi, c'est celui qui court comme un patron. Parce que sur les arrivées au sprint, il est toujours placé. Même après la banderole des 3 derniers kilomètres, tu le vois souvent prolonger son effort, protégé par un ou deux coureurs d'Ineos. Hier, ils ont tenté un coup. Hier, ils ont vraiment tenté le pari d'attaquer pour mettre les autres en difficulté, pour éloigner Roglic. Si Arensman ne crève pas, tu sais pas ce qui se passe. Peut-être que ça va plus loin et que Bernal se retrouve pas à exploser, éparpillé par Del Toro et Van Aert. Mais en tout cas, ils ont osé. Et ça, c'est important, parce que la troisième semaine, elle lui sera favorable. Il fait partie des coureurs qui vont prendre un petit tir sur le chrono, à n'en pas douter, même s'il se débrouille mieux que d'autres purs grimpeurs. Il sera probablement à 2 minutes d'Ayuso au soir du chrono. Mais je serais tenté de te dire, c'est pas grave. Au vu du programme de la troisième semaine, on sait que lui, il va tenter d'éparpiller tout le monde. Ce qui va lui manquer peut-être, c'est de l'altitude, parce qu'il y a que 2 cols, je crois, qui sont au-delà des 2000 mètres d'altitude. Et lui, c'est vraiment le terrain où il peut faire la différence quand les autres sont asphyxiés. Et c'est presque un peu dommage. Mais il y aura largement le terrain pour renverser ce Giro. Et aujourd'hui, pour moi, Egan Bernal, c'est même plus qu'un candidat au podium. C'est le principal favori derrière Primoz Roglic et Juan Ayuso pour monter sur la boîte. Je pense que même un Tiberi qui va prendre un peu d'avance demain présente moins de garanties en haute montagne, parce qu'Egan Bernal, encore une fois, le Giro, il l'a déjà gagné, il a le Tour dans la poche. Finalement, c'est que du bonus cette fin de carrière. Il revient de tellement loin, il va pas avoir peur de gagner, il va pas se faire dessus. Et la recette, il la connaît. Il a une équipe solide qui est entièrement dévouée aussi. Il a Arensman qui sera à ses côtés. Pour moi, chez Ineos, aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts. Et ben lui, si tu veux, vu comment il court, je me dis, ça peut être un déclencheur de grandes choses. Peut-être qu'il peut d'ailleurs trouver des alliés de circonstance avec Primoz Roglic pour attaquer de plus loin, pour mettre en difficulté les UAE, qui pour l'instant sont en supériorité numérique. Mais s'ils commencent à se courir les uns contre les autres, ça peut aussi être contre-productif, cette histoire. Oui, Rémi, on l'a vu. Ouais, pardon, vas-y, tu peux continuer, je donne la parole à Rémi. On l'a vu quand il court pas pour Tadej Pogacar et que, par exemple, ils doivent courir pour Joao Almeida. C'est jamais un bloc derrière le Portugais, alors que, honnêtement, il est tellement fort que c'est ce qu'il devrait faire. Donc, ouais, ils peuvent se tirer dans les pattes. C'est le grand risque, et surtout quand tu as encore 4 leaders placés au classement général. Bon, Egan Bernal et aussi d'autres leaders qui sont présents. Qui t'a fait forte impression, Rémi, dans ce début de Giro ?
Bah, moi, Carapace, je le mets pas au niveau d'un Bernal. Je le mets pas du tout, évidemment, au niveau de Roglic, mais il est quatrième aujourd'hui. Il est loin de Del Toro, mais il est qu'à 30 secondes d'Ayuso. On n'en entend pas parler. Alors, est-ce que ça va faire du Carapace comme on le connaît, c'est-à-dire que il va prendre un quart d'heure dans la deuxième semaine parce que ça lui correspond pas forcément et que derrière il va aller gratter des étapes peut-être. Mais voilà, je trouve qu'il avance un peu caché. L'équipe IF, elle a pas non plus un gros collectif pour l'aider en montagne, donc il se démerde un petit peu tout seul. Pour l'instant, il le fait bien. Et puis bah ouais, en troisième semaine, quand tu auras des gros cols, il sera peut-être un petit peu plus à l'aise, donc ça pourra lui permettre de reprendre un petit peu de terrain sur quelques mecs devant ou qui vont lui passer devant. Maintenant, j'en mets pas un favori pour la victoire, mais why not pour un podium? Avant de passer aux Français, Thib, qu'est-ce que tu as aimé? Moi, j'ai mis Storer aussi, que j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai qu'il n'a pas eu de chance aussi, il a fait partie des malchanceux sur Sienne, mais je trouve que... Décevant à Tagliacozzo. Hein. Je m'attendais à mieux de Storer sur la première arrivée au sommet, même si c'est une arrivée spécifique. Honnêtement, j'en attendais peut-être un peu mieux de l'Australien. Mais moi, c'est surtout que je n'entendais pas grand-chose. Celui qui m'étonne le plus, c'est Antonio Tiberi. Antonio Tiberi, il a répondu au rendez-vous tout le temps et il a même été présent sur des arrivées qui ne lui correspondaient pas. Donc attention à l'Italien, il a bien préparé son coup. Ça fait partie des seuls coureurs, si on regarde Strava, qui ont repéré le chrono de demain. Donc il va être appliqué, il l'a repéré le 30 avril dernier. Et puis au-delà de ça, il a un Damiano Caruso qui est dans une forme tonitruante aussi qui m'impressionne. Donc le duo d'Italiens là peut faire très mal sur les étapes à venir. Ouais, toujours bien placé pour l'instant. Il y en a aussi Simon Yates, Ismail Zebay qui n'avait pas montré grand-chose cette saison, qui est encore dans le coup. Voilà donc pour les autres outsiders au podium ou pourquoi pas la victoire finale. Par contre, eux sont très loin. Ce sont nos amis les Français qui ont malheureusement eu quelques complications. Une chute, Jérémy, qui a tout changé. David Gaudu, Romain Bardet, boum. Et derrière, le Giro change complètement pour eux. Bah, je serais tenté de te dire encore, quoi. J'ai l'impression qu'on vit éternellement les mêmes scénarios. On a des espoirs et à la première chute, c'est fini. Alors, est-ce que ça a tout changé? Je sais pas. Hein. Je sais pas dans quel état de forme s'est présenté David Gaudu. Avant le début du Giro, finalement, on avait quand même un peu revu notre copie par rapport à l'avant-saison où on se disait qu'il serait capable de lutter avec les meilleurs parce que la Vuelta avait fait naître des espoirs. Il y a une semaine et demie de ça, je mettais pas Gaudu parmi le top 5. Bon, bah maintenant, c'est réglé. Il a un trou dans la main. Il a perdu du temps. Bardet, c'est encore pire. Il va falloir se reconcentrer sur les étapes, hein, parce que là, on a deux purs grimpeurs qui vont jouer leur va-tout sur la troisième semaine. Il y a une semaine pour se remettre les idées d'aplomb, donc moi, je reste convaincu qu'ils peuvent se relever et que sur une journée, ils peuvent faire des coups d'éclat. Bardet a tenté d'ailleurs sur l'étape remportée par Plapp. C'était au lendemain de la chute, donc c'était pas évident, mais voilà, maintenant, il y a que ça à faire, hein, de toute façon, même si Bardet a Max Pool dans l'équipe, Max Pool... il a perdu du temps. Maintenant, hein. Ouais, il est un peu plus loin. Je pense maintenant c'est objectif général. Hein. Le problème de Romain, c'est qu'il a dit qu'il avait toujours mal, qu'il avait toujours une sensation, une douleur dans le genou. Donc certes, comme tu l'as dit, c'est en troisième semaine qu'il sera plus amené à briller, mais dans quel état il va passer cette deuxième semaine? Ouais, est-ce qu'il va pas être est-ce qu'avec Max Pool, ils vont pas être contraints par leur direction sportive à courir autrement? Je m'explique quand même. On voit une Astana qui est quand même relativement tonitruante et qui est un peu favorite pour aller remporter le maillot du meilleur grimpeur, c'est 180 points. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller les titiller justement à ce maillot pour ne pas qu'ils obtiennent les 180 points? Je sais pas, mais Bardet en tout cas a essayé lors de l'étape d'ailleurs remportée par Plapp de faire les points. C'est déjà un premier indice. Maintenant, faut peut-être mettre des bâtons dans les roues des Astana et le meilleur moyen, c'est d'essayer d'aller grappiller des étapes. C'est peut-être un peu compliqué, mais aussi de les empêcher d'aller inscrire ces 180 points qui semblent assez offerts hein, du côté du classement UCI. Hein. Mais ce que tu comprends pas, c'est que maintenant Astana c'est terminé. Hein, ils sont tellement hauts que maintenant c'est même plus avec eux qu'il faut se batailler, c'est plutôt avec Cofidis presque. Tellement ils ont. Je suis pas loin de penser comme toi, ils ont encore gagné le Tour de Hongrie, on rappelle ce week-end, et ça gagne là, par là, partout. Dès qu'il y a une course, Astana. Enfin, c'est juste incroyable. Voilà. Ils ont fait 1 et 2 là sur. Ils étaient 1 et 2 au général avant. De glucides
Oui. C'est énorme. Ouais, bah écoute, faut manger des bonbons. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, peut-être nos amis français, ils devraient peut-être Ou faire ça. si vous voulez. Ouais, Ah, moi, bah superbe. Alors, c'est une sponsor, c'est une pub. Ça lui a fait couper. Non, mais... Non, je mets tout ce qui est bon là à disposition de. Voilà, Très pour bien. demander. Eh bien, bravo pour T'es nos sûr amis que français. tu vas rouler à 16h? Ouais, Tu vas rouler t'inquiète. sur toi-même. Je vais faire des bons dans la maison. Je vous ferai un petit débrief après derrière, évidemment, pour savoir comment était Jérémy. Il va sûrement me lâcher. Là. Vu la forme qu'il a en ce moment, je vous dis. Pas du tout. Non. Je suis sur le retour progressif. Juste, Ça alors, revient tout doucement. très rapidement, 3 coureurs. Magnier. Non, je vais vous mettre 4. Magnier, Gaudu, Bardet, Prudhomme. Qui a le plus de chances de, maintenant, après tout ce qui s'est passé, de remporter une étape sur le reste du Giro? Vous me dites un nom. Jérémy. Nicolas Prudhomme. Ah bah, Jérémy commence et Thibaut prend la parole. Donc Prudhomme pour Thibaut. Jérémy. Mais je crois encore en Bardet. Ok, Peut-être très qu'il bien. sera pas au départ demain, mais je crois encore en Bardet. Prudhomme, on me dit dans le chat aussi. Rémi, t'en choisis un. Si je dois en choisir un autre, je vais choisir Toi. Paul Magnier, mais moi j'étais plus sur Bardet aussi avec comme Tu Jérémy. peux choisir Bardet, évidemment, mais c'est juste parce que nous, on a Oh, parié au moins Bardet, une Il y a de la vic- place dans la team. Mais oui, Ah, mais très bien, on a alors quand même Romain parié au moins une victoire d'étape, moins 2 pour les Français. Ouais. Bon, j'ai un peu chaud. Je vais pas vous mentir. Alors, pour terminer cette tranche Giro, avant de passer à autre chose, j'ai la carte à Bianca que j'ai laissée pour vous pour cette semaine pour dire qu'est-ce que vous avez aimé ou pas. Bien sûr, ne me faites pas un dialogue de 4 minutes 30 parce que pour une fois que James n'est pas là, on peut en profiter. Donc du coup, Jérémy, qu'est-ce que tu as aimé? Peu importe, première étape, dernière étape, au milieu, une attaque, une échappée, un coureur, peu importe. Un spectateur, J'ai aimé- aimé ou pas aimé d'ailleurs, un Carta Bianca, c'est les deux, évidemment. Ah ouais. Ah ouais. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé la bataille pour le classement général. On l'a quasiment pas vu pour l'instant, donc. Il faudra être patient, mais ça on le savait avant. J'ai bien aimé évidemment la victoire de Wout hier, mais on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais me reporter sur ce qu'a fait Pedersen. Le Giro de Pedersen pour l'instant, il est monumental. Le gars te claque 3 étapes et la troisième, on l'imaginait se faire exploser et perdre le maillot rose. Il s'accroche à la tête, il revient ramené par Vacek alors que Roglic avait quand même tenté d'attaquer. Ça on l'a passé sous silence, mais il a quand même testé un petit peu les jambes des autres. Et puis encore hier, Pedersen, il a la ressource pour déclencher la grande bagarre. Hein. C'est lui finalement qui lance les grandes opérations. Donc non, vraiment un gros coup de chapeau à ce gars qui est un putain de coursier, qui a fait une campagne de classique hyper relevée. Il est battu à chaque fois par Van Der Poel ou par Pogacar. Mais si t'as pas les deux monstres, le gars a un palmarès de zinzin en 2025. Ouais. Donc non, coup de chapeau à lui. C'est vraiment le genre de coureur pour qui tu as envie d'aller au bord de la route, faire ta petite banderole et passer 5 heures au soleil avant de devoir passer les coureurs. Ouais, et avec un petit CDI à la clé d'ailleurs chez Lidl Trek au En passage. plus, ouais. Un petit CDI comme ça on prend, évidemment. Pour Mats Pedersen, Rémi, du coup, c'est un petit truc que tu as aimé ou pas d'ailleurs? Alors c'est pas aimé pour le coup. Ah. Moi c'est la 6e étape qui allait à Naples. Étape qui a donc été Neutralisé au niveau des temps, neutralisé, avec beaucoup de chutes et de la pluie. Ouais. Et puis en plus, Rémi, je te laisse finir après, mais ici on n'est pas du tout pour Naples. Forza Inter, hein, Oh on là rappelle. Il était relou. Si c'est pour prendre ce genre d'initiative, ça sert à rien de prendre la parole. Merci. Mutez-le. Voilà, c'est infernal. C'est pas contre la neutralisation en elle-même, hein, parce que voilà, il y a eu une énorme chute. Les mecs ont négocié pour pas que ça aille plus loin, très bien. Mais voilà, moi c'est au-delà de ça, c'est un tout. C'est aussi, je déteste ces étapes où ça grimpe au début puis ça finit tout plat. J'ai l'impression que ça sert à rien, c'est histoire de mettre des côtes pour mettre des côtes et ça fait zéro différence au final, surtout sur un début de grand tour. Donc voilà, le tout fait que j'ai pas du tout aimé cette journée qui n'a pas servi à rien. Cadengrove est allé chercher une belle victoire, mais c'est tout ce qu'on retient. Voilà. Très bien. Tib? Moi, c'est la victoire de Luke Plapp parce que c'est un coureur que tout le monde apprécie, Tu l'as qui pas aimé, enchaîne c'est les ça galères. Non, moi j'ai adoré. J'ai adoré justement qu'il aille chercher cette victoire. C'est un coureur qui l'a mérité, qui tournait autour et ça fait plaisir qu'il aille en chercher une et il a les moyens d'en gagner plus. Et moi pour finir, la déception, j'ai une déception plutôt, j'ai pas trop aimé pour l'instant Lafcoy qui est assez mal placé dans les sprints, qui sent pas les coups et pourtant c'est l'un des plus rapides, on l'a vu notamment lors de l'étape remportée par Van Hundeude. Va falloir scorer mon petit Olaf parce que en plus il y a un Van Aert qui est là pour toi. Pour l'instant c'est ma déception, non un petit peu quand même, on l'a vu, il prend des petits relais à la fin. Quand même. Il est là, il était là pour lui à mon avis d'abord. Maintenant qu'il a gagné, on verra. Oui, bon, c'est pas non plus Van Der Poel, Philipsen, mais bon,
pardon. Il y a un petit truc, on va dire. On passe en attaque, on n'attaque pas, et puis après on aura le droit au quiz. Au quiz, Jérémy, après. Oui, bravo. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Bref, on va passer en attaque, on n'attaque pas avec donc plein de choses qui sont passées à côté. J'ai noté quelques petites idées, mais bien sûr, vous pouvez dire ce que vous voulez, Jérémy, mais je sais de quoi tu vas vouloir parler. J'imagine, en tout cas. Non, je pense pas. Ah bon ? C'est pas le Tour du Pays Basque féminin que tu vas nous vendre avec la victoire de Vollering, non. Bon. Non, parce qu'on avait un copier-coller de la Vuelta et surtout un copier-coller quasiment de l'Itzulia 2024 avec le même scénario. Donc, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à en retirer. Non, je vais te parler de Mathieu Van Der Poel qui a décidé de basculer vers le VTT. Il va disputer la prochaine manche de Coupe du Monde et moi ça me fait dire que la deuxième partie de saison de Mathieu Van Der Poel ce sera pas celle que ses fans imaginent. Il va pas claquer 5 étapes sur le Tour ? C'est ça que tu veux nous dire ? Alors je pense que le Tour de France s'il est au départ il en aura pas grand chose à faire. Il sera peut-être là pour jouer une ou deux victoires d'étape comme ça pour se faire kiffer et pour lancer les sprints à Philipsen, mais à mon avis il sera pas sur les champs. Si tu veux mon avis, il a but Montmartre, il repassera pas. Je pense qu'aujourd'hui Van Der Poel est dans un autre état d'esprit. Il a réussi son printemps, ça a échappé à personne, et par contre il y a toujours un petit caillou dans la chaussure en ce qui concerne son palmarès, c'est qu'il est toujours pas champion du monde de VTT et semble-t-il c'est son grand objectif de la saison. Et moi ça m'étonnerait pas que Van Der Poel se consacre davantage au VTT sur la deuxième partie de saison avant de marquer une coupure et rebasculer sur le cross. Donc à mon avis sur la route on va pas beaucoup le revoir. Voilà. Ouais, ça c'est possible, mais bon, ça veut dire qu'on va le revoir bien au cyclocross et ça je pense que ça peut te faire plaisir. Rémi, qu'est-ce que tu veux nous parler ? De quoi tu veux nous parler ? Moi je pense que t'as pas mis l'info la plus importante bon. dans tes petites Saucisses à venir. Ouais, ça arrive. C'est la prolongation d'Henrik Mas chez Movistar. Ah oui, mais je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu, mais c'est magnifique jusqu'en 2029. Ouais. 2029, yes. On va encore se régaler 4 ans avec les étés d'Henrik Mas. Ça va être génial. Yes, les deuxièmes places sur la Vuelta, c'est ça qu'on veut là. Allez, que des 3e places sur la Vuelta après des Tours de France où il va finir 8e ou 9e. C'est génialissime. Oh, là, vraiment, j'adore la stratégie Movistar. Attends, mais juste, il a quel âge, Henrik Mas ? Parce que j'ai vu ça. Il a 30 ans. Il a 30 ans, on va le voir jusqu'à 35. Il n'est pas vieux, hein. On a l'impression que ça fait 25 ans qu'il est là, mais t'as raison. Parce qu'il est non, mais on a l'impression. Ouais, non, c'est qu'il est chauve depuis qu'il a 22 ans. ouais, c'est comme Jérémy, il a que 19 là. Et donc, Henrik Mas, bien sûr, hein, c'est encore mieux qu'un CDI chez Lidl Trek pour Pedersen. Et c'est exactement ça, c'est pour rebondir sur le CDI de Pedersen. Et heureusement que tu l'as dit, franchement, heureusement. Thib. Les hauts et les bas de Axel Zingle qui remporte une étape et qui malheureusement doit abandonner pour la malédiction Visma qui pointe au-dessus de ses coureurs sur les 4 jours de Dunkerque. Alors Thibaut, tu peux reprendre un tweet sur la prononciation du Giro d'Italia, mais alors par contre tu me feras le plaisir de ne pas écorcher le nom des Français. C'est pas Axel Zingle, c'est Axel Zinglé. Aïe, si tu préfères. Okay. Voilà. Et c'est pas moi qui préfère, hein. C'est le coureur qui était venu dans sa déraille. Tu n'avais certainement pas écouté. On lui avait demandé. Merci. C'était tard à l'époque. Alors ensuite, moi pour terminer, il y avait encore Bertrand Guyot et Brice. Oh là là, on les salue, mais la soquette légère est bien sûr présente encore sur les. On n'oublie personne. Sur les réseaux, sur X notamment, avec Type qui est d'ailleurs présent à chaque fois. Là aussi, il n'y a pas de problème pour être là. Voilà, comme d'habitude, on va manger à tous les râteliers. Je peux te dire que là, pour tourner sur Longchamp, vous êtes bien. Élève, hein. Oui. Heureusement, Rémi, lui, il n'a pas aussi 1000 trucs à côté. Allez, je termine juste moi pour le mercato. Un petit peu mercato. Vous avez passé la Décathlon AG2R, là ça y va, ça va tirer Olaf Koy, ça va prendre Tiege Benoît. On leur a proposé Kevin Vauquelin. Finalement, Vauquelin c'est plutôt a priori l'étranger. Encore une fois, je ne suis pas un insider, mais je ne fais que répéter ce que j'ai lu. Donc non, ça me voilà. Je suis un peu hypé par le mercato de Décathlon AG2R, par surtout le fait que c'est en train d'investir. Pourquoi pas devenir une équipe un peu plus forte dans ce peloton. On a vu en plus la jeunesse qui a bien fonctionné. Ils vont sûrement pouvoir garder leurs jeunes un peu plus longtemps. Et donc du coup, voilà, c'est en train pour moi de prendre le dessus sur notamment la Groupama FDJ. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy ? Non, rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Okay. Pour autre chose. Il t'écoute pas en fait. Ouais, super. Attends, le mercato, tout ça, la FDJ. Je suis en train d'être dithyrambique envers Décathlon AG2R.
Donc, Non, mais parce que depuis le début du live, j'ai l'impression que Rémi, il est dans une cellule de Fort Boyard et à tout moment, il y a Passepartout qui va lui dire de sortir parce qu'il n'y a plus de temps. Donc, J'ai pas trouvé la clé encore. C'est la boule qui garde la porte là. Il est mort, la boule. C'est le seul qui habite en campagne profonde et qui peut se permettre d'avoir des charpentes et des pierres sur les façades. C'est quand même somptueux. Puis aussi un porte-monnaie. C'est solide. Parole de portugais. Je vois très bien où il est parce qu'il a aménagé son bureau et la dernière fois que je suis venu chez lui, il m'a fait visiter les lieux et je peux te dire qu'il est dans des conditions très confortables. Oui, beaucoup de richesse chez les Dos Santos, il faut le dire. Hein, oui. Beaucoup de travail. La richesse voilà. est accompagnée de l'investissement. Voilà, très bien. C'est pas bien d'être. Et surtout, la cave à vin, Johan Tritz, elle a de quoi faire des envieux. Eh ben, allez. Je peux dire que la cave à vin. On va y aller. Chez moi, c'est plus une cave à bière, mais après, et très c'est bien. pareil. Eh bien, on notera l'invitation que tu nous as pas donnée encore. Pour le barbecue avec Anthony Nicolas et Julien Alaphilippe. Avec plaisir. On a bien fait de faire ça dans On attaque pas parce que c'est vraiment rien à voir avec le vélo. Nous sommes désolés, nous nous excusons. Nous revenons au vélo pour un petit quiz pour terminer. Les gens viennent aussi pour ça, Johan Tritz, pas seulement pour entendre nos analyses sur Isaac Del Toro, surtout quand elles sont foireuses comme Tim. Ah voilà. Par contre, ça on aime. On en reparlera à la fin parce que je te rappelle que la plus foireuse, c'est toi qui l'as foiré avec le maillot rose de Wout van Aert. Oui, c'est vrai. Une demi-roue. On verra parce que si Del Toro finit à ses défaites. À je ne pas le 31 car je le rappelle. Parce que quand Del Toro va terminer à 22 minutes. Et je vais garder tout ça. Je vais le garder. Il a dit que Del Toro n'était même pas un candidat au top 10 alors qu'il a la position actuelle de préférence. Voilà. Il va tellement pleurer quand il va faire top 3. Je prends des risques. Oui, bon. Un petit quiz quand même, histoire de finir sur de la bonne humeur, sur du sourire et tout. Bon, ça va alors. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Je te vois sourire, j'espère que t'as pas fait sur le tour du Pays Basque féminin quand même, parce que là c'est un peu plus compliqué. Hein. Bon après c'est SD Works depuis X années, et puis Volering juste là. Ouais, exactement, je vois que t'as bien suivi. Non, je rigole parce que c'est un peu un quiz de tordu, qui va pas être si facile. C'est parfait pour Tim, si c'est un quiz de tordu. Alors, j'ai pris 10 coureurs, qui sont sur le Giro, qui participent au Giro. D'accord. Et je vais vous énumérer les coureurs, donc les uns après les autres, et il faudra me citer une de leur ancienne équipe. Donc pas l'équipe actuelle, mais une équipe par laquelle ils sont passés. J'ai volontairement pris des coureurs qui sont un peu difficiles à retrouver. Comme c'est dur, vous aurez 2 propositions par personne. Je précise un truc quand même, je vais pas être un bâtard. Du moins pas entièrement. J'accepte le nom du premier sponsor. C'est-à-dire que si vous me donnez si la structure l'auto plutôt que l'auto-prédictor, c'est ça que tu veux dire, un truc comme ça. Voilà, si tu me dis l'auto-Bellisol alors qu'il est passé à l'auto-prédictor, j'accepterai. Voilà. Dans le chat, on est chaud. Je le dis aussi. On est chaud ? Ouais, dans le chat, il y a du monde qui est chaud pour jouer. Et c'est parti. 2 propositions par personne. Et donc, pour le chat, s'il y a 2 propositions à côté, ce sera terminé. Ok. On va commencer avec peut-être l'un des plus durs, Giulio Ciccone. Donc, une de ses anciennes équipes. Oui. En l'occurrence, là, il n'y en a pas 1000. Il y en a une et une équipe où il a vraiment démarré. Je tente Bardiani. Bardiani, oui. Un point pour Johan Tritz. Il y avait également la team Colpack. Oui, je savais qu'il y avait une équipe italienne. Il avait brillé sur le Giro, d'ailleurs. Mais j'en ai mis une au pif, on va pas se mentir. Bravo, Jean-Paul Olivier. Ça fait 1 point. Deuxième nom, un coureur d'Ineos. Donc, Ineos n'est pas accepté, vous en doutez. C'est Thymen Arensman. Sunweb, oui, bonne réponse. Il y avait également DSM et j'ai accepté la Seg Racing Academy. Un partout. Celui-là, il va partir plus vite parce que qu'il a percé dans une autre formation. C'est Chris Harper. Bon. Chris Harper, j'en ai foutu. Bref. Non. Chris Harper. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Le chat n'a pas ça? Le chat, non. On a eu Bardiani après moi, même s'il y a un délai, donc on parle le premier. Mais Chris Harper. Chris Harper, monsieur, d'où il vient? Orica. Non? Mais non. Australie. Bah oui. Ça vaut un demi-point, il a raison. L'équipe nationale australienne, non? Il n'a pas fait ça? Merci, Thierry. Il a fait une équipe australienne, mais si vous me donnez le nom, ça passe. Mais c'est pas forcément l'équipe la plus évidente. Parce qu'il y a quand même une équipe ultra évidente. On m'a sorti FDJ.
Bah, Chris Harper? Oui, mais c'est le chat qui te donne. Moi, je te donne les infos. Non, on m'a dit pas FDJ. du tout, pas du tout. On La va confondre avec FDJ. Bradley Wiggins, là. La Mitchelton Scott, on vient de donner aussi. Non, ça passe pas, Mitchelton Scott. C'est fini pour le chat. Ah bah attends, ah mais ce sera encore plus vieux. Merde. Bah ouais, Ouais, je parce l'ai que, attends, c'est il pas a quel Orica, âge, c'est pas Harper Mitchelton, c'est. Non, pas la HTC quand même. Non? Mais vous cherchez tellement loin, là. C'est la Chris Jeko. Harper. Voilà, Jeko. Mais Ah, non, j'ai mais gagné. Pas du tout. Mais non. Eh, tu nous sors l'équipe australienne, on n'a qu'une seule, ils ont juste changé de nom 1000 Mais fois. non, mais l'équipe australienne, elle est extrêmement dure à trouver. Mais il y a une équipe qui est actuellement au World Tour, alors qui a changé de nom depuis, mais qui est évidente. Bon, Merci. allez. Bon, on va s'arrêter là, non? Bah ouais, bah La non. Jumbo Visma. Il vient de Jumbo Visma. Il était, Ah oui, c'est vrai, avec oui. Vingegaard, Roglic, il y a 2 ans. Ouais. Alors là, j'avais complètement oublié. C'est vrai, j'avais pareil. compris. Mais moi, j'étais sur l'équipe pareil. australienne, j'ai pas compris. Mais ils sont australiens, la Visma je crois pas, non? Non, c'était Bridgelane, l'équipe australienne. Il faut Ah bah, écouter les consignes aussi, Johan. Je l'avais, Bridgelane. C'était ma troisième proposition. Sur le bout de la langue. Ouais. Allez, un autre coureur, Luis Mentis. Barlow World. Barlow World, non. J'ai tenté à l'ancienne. Non. Je me suis dit. Bah, du coup. Attends. Kubeka. Ah voilà, c'est ça, je te l'ai donné. Ouais, Mais ça va, voilà. je te l'accepte. MTN Kubeka, il y avait aussi MTN. Lampre Merida, Ouais, Dimension Dimension Data. Data. Ça a été donné dans le Au-delà, chat aussi. ouais. Dimension Data, je me Ouais. demande si avec Rémi, on verra Il bien. a eu Team Emirates. Allez, on va mettre un point au chat et un point à Rémi, ce qui fait 2, 1, 1 et 0 pour le fan de Del Toro. On va passer à un autre coureur, un autre Italien, Mattia Cataneo. Pas facile celui-là non plus. Cataneo. Il a pas je fait suis en train de Ineos. Non, refaire. Non. n'importe Ouh. quoi. Attends, si je peux pas dire n'importe quoi de temps en temps. Non, mais tu t'en prives quand même rarement. Moi, je dis ce qui me passe par la tête, c'est ça en fait. Il y a deux équipes. Bon, il y en a une qui était assez connue, mais qui a changé de nom, qui a changé de structure. Et une qui a déjà été donnée dans les réponses précédentes et qui avait permis de marquer un point. Yumbo. Non, Ah non, qui a Oh. perdu de marquer un point, merde. Eh ben. Dimension Data. Mais non, mais c'est la Bardiani, j'ai gagné. Non, Oh. c'est pas la Bardiani. Bon, bah je peux Mais plus je vais parler. te laisser en fait, je vais te laisser rejouer parce que je pensais que c'était la Bardiani. Ah, bah, là, mais pour le c'est- coup, oui. Oh là. c'est une ouais. autre équipe. Non, je te recrédite le point, Très bien. le crédit, mais t'as pas de point. Putain, c'est pas facile, C'est moi qui fais une erreur. Cataneo, avant, il a fait quoi? Aïe, 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 aïe. Je sais pas du tout. L'équipe italienne, ça va être donc la Colpack cette fois-ci. Non, c'est pas la Colpack. Là, tu peux plus jouer. Lampré, ça Il a été reste, donné. C'est l'italien. Lampré, oui, ça passe. Lampré. Ça passe, Il y a absolument. Aztec a dit Lampré. Ouais, Juste mais après- ça a été dit dans le chat. Ouais. C'est le chat Oui, qui c'est va le chat marquer. qui marque, c'est pas moi. Juste après, il dit Bardiano. Donc, est-ce qu'on lui enlèverait pas le point quand Alors, même, histoire de. Bardiano, c'est sorti de piste, mais en même temps, t'as dit Giro di Italia, donc si tu veux, les compteurs sont remis à 0. Bon. Alors lui, il a un nombre d'équipes incalculable. Là, c'est vraiment au choix. Vous me sortez celle que vous voulez. C'est Simon Clark. Simon Clark. Bon, il a bien fait Orica, hein, non? Et il a fait Orica, voilà, premier point pour la team. Et alors, il y avait Kubeka, il y avait EF, il y avait Cannondale, il y avait Astana, il y avait ISD Neri, bon, il y avait tout ce que vous Astana. voulez. Il y avait même- Ah, je m'en souviens même Oui. plus. Oh. il y avait même Amica Shipsknauf. Ah bah ça oui. par contre j'avais. Ça je l'avais. C'était ma deuxième possibilité. Avec la Bridgestone. Non, la Bridge Lane. Je sais La plus. Bridge Lane. Bridge Lane. Bridgestone. Il n'y a rien qui va. 2 pour Dos Santos, 2 pour le chat, 1 pour Tritz et 1 pour la team. On va rester en Océanie avec Nick Schulz. Nick Plus de Schulz réseau. avant DSM. avait- si. DSM. TSM, non. Nick Schulz avant, il était chez. T'as pas choisi les cours les plus faciles et t'as bien fait. Bah non. Nick Schulz, J'ai choisi. il était avant. Ah, c'est Je suis là, dur. en train de regarder sur Groupama Pro Cycle Stats. Non, Non, la regarde. Groupama, pas du tout. Euh, Que dit le chat? Il dit Mamma Mia, Giro d'Italio. Voilà, ça c'est. ça, c'est la réponse. Il y a Sunweb qui a été donné par Nathan. La Sunweb. Ah bon?
Non, mais Nick Schulz, c'est fou. Moi, je le vois que dans une seule équipe. Mais je vois bien, avant, il était chez. Il a pas été chez Kubeka, Dimension Data, etc. Non, ça c'est pas bon non plus. Il n'y a plus qu'une possibilité de réponse. Qu'est-ce qu'on Alors, des équipes, il y en a, j'en ai noté 5, mais bon, il y en a 3 vraiment trouvables. La Bridge Lane? Non. Ah, non, on sait jamais. C'est franchement, elle aurait pu être belle celle-là, non? Bon, on en reste là. Pour, là là, on est nul. Il y avait la Bike Exchange, la Mitchelton Scott, la Cara Rural et la Seg Racing Academy. Il a aussi été stagiaire chez Ethics Quickstep que j'aurais accepté si vous m'aviez donné. Ouais, mais ça, j'ai pas donné. Cara Rural. Ouais. Bah, et comme attention, un coureur plus facile. Cette fois-ci, ça devrait être assez rapide. Vilko Kelderman. Bah, merde, il est plus là. Mais la Sunweb, du coup, maintenant. Je dis la Sunweb, exactement. Parce que j'ai fait dire la Visma. Par Bora. Et il a tout fait chez Visma, il a fait Lotto, NL, Belkin, Rabobank. Donc deuxième point pour Johan Tritt. Second est à 2, sauf la team qui est à 1. Avant-dernier coureur, Daniel Felipe Martinez. IF. Ah oui. Oui, et c'est la team qui va marquer. Donc tout le monde est à 2. Je demanderai l'arbitrage vidéo, sachez-le. On s'en fout, c'est pour la beauté du sport. Si vous voulez, tu vas perdre. Santos, mais vous connaissez ma rigueur et mon objectivité, et il est arrivé un poil avant vous. Donc tout va jouer sur le dernier. Et le dernier, il y a un club amateur, mais il y a surtout une seule possibilité de réponse. C'est Dorian Godon. Cofidis, Victor Dayon. Oui. Bravo. Oh là 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 là. Bien joué. Je réfléchissais à l'équipe amateur, j'allais dire Etup au hasard, vraiment un truc. Non, c'était le team Vulco Vaux-en-Velin, que j'aurais accepté pour les spécialistes, mais Cofidis c'était la seule équipe professionnelle. Le Vulco Vaux-en-Velin, je vous avoue, je l'avais pas. Non, je l'avais pas non plus, même si j'ai bien travaillé mon Dorian Godon. Merci beaucoup Jérémy pour ce quiz que j'ai remporté haut la main avec que des belles réponses, évidemment, pour ce quiz spécial Giro d'Italio. On va pouvoir terminer ce podcast sur ces belles paroles. Merci à Thibaut Del Toro, merci à Rémi Los Santos, merci à Jérémy Sacchiano El Milano Martinez. Bon. Il est obligé de revenir la semaine prochaine. Et il est pas tout le temps là, ne vous inquiétez pas. Il est pas tout le temps là. Et il a pas le temps. Il a un podcast sur tous les médias différents. Donc c'est sûr qu'il a pas tout le temps du monde pour venir ici. Il vient. J'espère qu'il a pas une carte au Parc des Princes parce qu'il faut lui brûler. Mais non, évidemment que non. Il est supporter d'un autre club, Forza, il cuore nerazzurri. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Salut les gars. Salut. Terminer cette émission. Salut, on se retrouve à Longchamp, Jérémy. Salut tout le monde. Salut. Ouais, bien sûr. 16h en haut de la bosse. 16h en haut de la bosse. Allez, ciao. 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 Ciao, grazie. Grazie, ciao.